Salut, c'est Etienne et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous du SMMA. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné de vidéo, 2 mois pour être exact. Non pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que j'ai volontairement décidé de freiner la création de contenu et je vais t'expliquer pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas suivi notre aventure, j'ai lancé Rhodes, notre agence d'acquisition pour e-commerçants en janvier 2023 et on a fait une première année de folie. En un an, on est passé de 0 à 11 personnes, de 0 à 80 marques accompagnées et notre chiffre d'affaires est même monté à 75 000 € par mois au mois de novembre 2023. Personnellement, je pensais que ça y est, on avait craqué le modèle agence et que pour faire des millions, il nous suffisait de signer des nouveaux clients et de recruter des talents. Mais j'ai vite compris que c'était pas aussi simple que ça. En fin d'année dernière, on a commencé à perdre des clients, beaucoup de clients. Et notre chiffre d'affaires de décembre est tombé à 65 000 €. Mais comme on continuait à signer plein de nouveaux clients, on s'est pas inquiété plus que ça. Et puis en janvier, rebelote, notre chiffre d'affaires a continué à stagner, voire légèrement diminuer, puisqu'on a fini à 63 000 €. Le risque dans ce type de situation, c'est de ne pas réagir suffisamment rapidement pour identifier le problème à la source, et de s'enfermer dans un cercle vicieux à essayer de faire disparaître les symptômes plutôt qu'à traiter la maladie. C'est un peu comme si tu t'étais pété le genou et que tu prenais des antidouleurs et que tu mettais la pommade. Ça peut marcher un temps, mais c'est pas viable sur le long terme. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré la sonnette d'alarme et qu'on s'est réunis en équipe pour trouver des solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'on a mis plein de choses en place qui nous ont permis de redresser la barre assez rapidement. Et depuis, notre croissance est repartie à la hausse. Dans cet épisode, je vais détailler exactement tout ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. On va voir ensemble les 5 raisons pour lesquelles on a plafonné, les solutions qu'on a trouvées pour y remédier, les résultats que ça nous a apportés et nos projets pour les prochains mois. Et si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, peut-être même que j'aurai une petite surprise pour toi. Ça te va comme programme? Alors avant de commencer, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti pour le 8e épisode du rendez-vous du SMMA. Avant de parler de solutions, il faut parler des problèmes. Quand on a fait notre rétrospective, on en a identifié 5. Le premier, c'est la part du revenu récurrent dans le chiffre d'affaires. En 2023, sur notre premier exercice, on a fait un petit peu moins de 500 000 € de chiffre d'affaires. Sur le papier, c'est très bien, mais la vraie question, c'est quelle est la part de ce chiffre d'affaires qui a été faite par du revenu récurrent. En d'autres termes, quel pourcentage de notre revenu provient chaque mois de la reconduction de nos contrats. Jusqu'ici, nos dashboards de pilotage étaient évidemment pas aussi propres qu'ils le sont aujourd'hui, donc j'ai pas les chiffres exacts, mais je vais te faire une petite estimation. Sur les 500 000 € de chiffre d'affaires qu'on a fait, je dirais qu'il y a à peu près 25% qui ont été faits par la créa, donc 125 000 €. Sur ces 125 000 €, il y en avait 0 qui ont été faits en récurrent. Sur les 375 000 € restants, j'estime à peu près 25 000 € le chiffre d'affaires qui a été fait sur des prestations one-shot, comme par exemple les landing pages, les audits, le tracking, etc. Il nous reste donc 350 000 € auxquels il faut retirer toutes les prestations limitées dans le temps, comme par exemple les coachings sur 3 mois, les missions ponctuelles, etc., que j'estime à peu près à 50 000 €. Ce que ça veut dire, c'est que sur les 500 000 € de chiffre d'affaires réalisés, il y en a en réalité que 300 000 qui proviennent de revenus récurrents, soit 60%. Ça peut paraître pas si mal, mais si on tire la courbe par exemple à 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, ça veut dire que 40 000 € de revenus chaque mois n'est pas assuré le mois suivant. Évidemment, plus on grandit, plus cet écart est difficile à combler. Le deuxième problème qu'on a identifié, c'est notre diversification précoce. En fait, ce qui est dur quand tu es une agence, c'est pas de faire du chiffre d'affaires, c'est de dire non à du chiffre d'affaires qui te fait dévier de ta trajectoire. Toutes les semaines, vu qu'on communiquait pas mal sur les réseaux, on avait des nouvelles opportunités qui se présentaient à nous. Lancer des campagnes Klaviyo, construire une landing page, faire un accompagnement custom par-ci, faire une mission de conseil par-là. Et forcément, quand tu as la possibilité de faire du chiffre d'affaires immédiat avec très peu d'efforts, tu es tenté de dire oui. C'est d'ailleurs totalement ce qu'on a fait. Mais ce qu'on avait sous-estimé, c'est la complexité que vendre des prestations annexes engendre. Par exemple, si tu veux vendre une landing page, sur papier tu te dis c'est super simple, juste à imaginer les blocs, à faire un petit peu de copywriting, à faire un petit design vite fait sur Figma, t'envoies ça à un développeur, en 2-3 jours c'est plié et tu factures 1500 €. Et bah non, parce que déjà il te faut l'expertise pour coder et nous on l'avait pas en interne, donc on a dû trouver un freelance qualifié et ça nous a coûté à peu près 1000 € par landing page. Ensuite, si c'est toi qui factures le client, tu peux pas juste mettre le client en relation avec le freelance, sinon tu n'apportes aucune valeur, et donc tu es obligé d'intégrer ça dans tes process, ce qui implique plus de charges de travail et une modification de ton mode de fonctionnement. Derrière, tu as tous les allers-retours que tu dois gérer pour faire le passe-plat entre le client et le dev, donc ça aussi ça prend du temps, et au final si le client est pas content, c'est pas le freelance qui va aller voir, c'est toi. Donc tu deviens responsable du livrable final et de sa qualité. Tout ça pour 500 €, honnêtement, ça vaut pas le coup. À la limite, si c'était que ça irait encore. Mais le vrai problème auquel on a été confronté, c'est que tout ce temps passé sur des prestations annexes par nos équipes ne l'était pas sur leur mission principale. Et donc ça a eu pour effet de ralentir nos projets et notre croissance. Le troisième problème qu'on a identifié, et ça fait un petit moment qu'on se penche dessus, c'est le churn, ou rétention en français. L'équation de croissance d'une agence, elle est très simple. C'est nombre de nouveaux clients fois panier moyen fois churn. Et notre problème à nous en fin d'année 2023, c'est que le chiffre d'affaires généré par nos nouveaux clients ne compensait pas la perte des clients qui nous quittaient. Et après m'être penché pendant pas mal de temps sur le sujet, j'ai découvert que en fait le churn, si ta qualité de service est bonne, il est lié principalement à 2 facteurs. 1, le contrat que tu as avec ton client, et 2, la taille de ton client. Le premier point peut paraître tout con, mais le simple fait d'engager ton client contractuellement, en fait ça te lie à lui. Pendant longtemps notre argument de vente principal c'était on n'a pas d'engagement, tu peux partir quand tu veux, mais ça aussi c'était une bonne grosse erreur de débutant. Parce qu'en plus de te donner absolument aucune visibilité sur ton chiffre d'affaires à plus d'un mois et de te rajouter une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça n'engage pas du tout tes clients psychologiquement vis-à-vis de toi. Parce qu'au pire, ils peuvent arrêter quand ils veulent.
Et le deuxième point, pour faire simple, ce que j'observe, c'est que les gros clients ont tendance à rester et les moins gros clients ont tendance à partir. Ce qui m'amène au quatrième problème qu'on a identifié, les petits clients. Quand tu es dans ta première année d'exercice, t'as pas d'autre choix que de signer des clients. Et souvent, ceux qui te font confiance quand tu n'as pas encore fait tes preuves ou que t'as pas de réputation, eh ben c'est plutôt les petits clients. Les petits clients, c'est top, ça signe facilement, mais ça vient avec son lot de complications. Déjà, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est eux qui sont les plus demandeurs. Et en fait, ça s'explique par une raison très simple, c'est qu'ils ont peu de ressources, donc ils ont beaucoup d'attentes. Ensuite, financièrement, c'est les entreprises les moins robustes, donc déjà tu peux pas les facturer cher. Et surtout, si ça marche pas, eh ben ils arrêtent aussi vite qu'ils ont démarré. Et enfin, du point de vue d'une agence, c'est une équation qui n'est pas rentable, je t'explique pourquoi. Pour que Rhodes tourne correctement, j'estime qu'un performance manager doit gérer à peu près 15 000 € de chiffre d'affaires par mois. 15 000 € par mois, ça peut être 3 clients à 5 000 € par mois, ça peut aussi être 6 clients à 2 500 € par mois, ou encore 15 clients à 1 000 € par mois. Sur le papier, c'est exactement la même chose, mais la différence entre avoir 15 clients et 3 clients sous gestion est énorme. Ce que j'observe, c'est que moins un performance manager a de comptes sous gestion, plus il a de temps. Plus il a de temps, plus il va en profondeur, plus il va en profondeur, plus il apporte de la valeur, et plus il apporte de la valeur, plus les clients sont à l'aise avec le fait de payer cher. Donc l'enjeu pour une agence qui veut se développer et arrêter de plafonner, c'est de très vite sortir du cercle vicieux des petits clients et de viser les gros. Et enfin, le cinquième problème qu'on a identifié, c'est notre manque de structure interne. Quand t'es 5-6 personnes dans une boîte et que tu gères 15-20 clients, c'est facile. Tout le monde se parle, t'as une bonne vue sur les sujets, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu commences à avoir 30, 35, 40 clients en simultané et une équipe de plus de 10 personnes à gérer, bah c'est une toute autre histoire. Et ce que j'ai compris, c'est que pour passer à l'échelle, eh bah, tu n'as pas d'autre choix que de standardiser. Donc il te faut des process, des outils et surtout un système extrêmement bien huilé. Honnêtement, on avait déjà une plutôt bonne base qui nous a permis de tenir toute notre première année, mais c'était pas suffisant par rapport aux ambitions qu'on s'est fixées. Donc il était grand temps de mettre de l'ordre dans tout ça, et c'est ce qu'on a fait. Alors ça nous a pris du temps, mais on a fini par identifier les problèmes que l'on avait, les 5 que je viens de te lister. Après avoir identifié les problèmes, on a listé les solutions qui s'offraient à nous, on les a priorisées et on les a mises en place. Voici pour chacun des problèmes que je viens de t'énoncer, les solutions que l'on a actionnées. Premièrement, pour augmenter la part de recurring dans notre chiffre d'affaires, ce qu'on a fait, c'est arrêter de pousser toutes les prestations qui n'étaient pas récurrentes, c'est se forcer à dire non à tous les projets qui sortent de nos offres phares, même si c'est des contrats juteux à plusieurs dizaines de milliers d'euros, et surtout on a passé toutes nos offres du studio créatif sur des formules d'abonnement. Et ça, c'est une grosse victoire. Deuxièmement, pour traiter le sujet de diversification de nos offres, ce qu'on a fait, c'est que on a arrêté de vendre tout ce qui était en dehors de notre expertise phare, par exemple les landing pages, les tracking, les audits. Si les clients ont des besoins sur ces sujets, ce qu'on a fait, c'est qu'on a noué des partenariats avec des freelances ou des agences à qui on fait des intros, mais on n'est plus responsable des projets. Et donc on se retrouve avec deux offres principales, la gestion de campagne média et la production de créa en recurring, ce qui est beaucoup plus simple. Troisièmement, pour traiter le sujet du churn, on a systématisé la mise en place d'un engagement initial qui va de 3 à 6 mois selon les négociations avec le client. On a ajouté à tous nos contrats une clause de reconduction tacite mensuelle avec préavis de 30 à 60 jours, encore une fois selon la négo avec le client. Et tout ça nous permet de faire des projections et d'avoir une bien meilleure visibilité sur notre chiffre d'affaires à au moins 3, 4, 5, 6 mois. Quatrièmement, pour les petits clients, ce qu'on avait déjà fait en 2023, c'est d'augmenter 2 fois nos prix. Et là, on s'est plutôt attaqué aux critères de sélection pour travailler avec nous. Le choix qu'on a fait, c'est de ne plus travailler qu'avec des marques qui font au moins 1 million de chiffre d'affaires annuel. En parallèle, on propose de plus en plus d'accompagnements croisés Meta plus Google, ce qui nous permet d'être considérés par des marques avec des plus gros budgets, donc d'augmenter notre panier moyen et de réduire le nombre de clients par performance manager. Et enfin, pour le cinquième point, sûrement le plus gros chantier, la structure interne, je suis assez content parce qu'on a mis pas mal d'actions en place. On a revu et clarifié les process de passation entre les sales et les performance managers. On a templétisé une partie de notre process de réponse aux appels d'offres, qui aujourd'hui était encore un petit peu artisanal. On a passé tous nos devis et nos contrats en signature électronique. On a mis en place Pipedrive pour suivre l'activité commerciale. Et on a initié un travail de fond sur la standardisation de nos process avec la mise en place de SOP, Standard Operating Procedure. Mettre tout ça en place nous a évidemment demandé beaucoup de temps et j'ai dû personnellement prioriser mes actions parce que je pouvais pas être partout à la fois. Donc fin janvier, pour me concentrer sur ces chantiers prioritaires, j'ai pris la décision drastique de mettre en pause la création de contenu pendant un mois. J'ai arrêté la newsletter, j'ai pas tourné une seule vidéo YouTube, j'ai tourné très peu de TikTok et j'ai décalé le lancement du podcast. C'est d'ailleurs la raison entre autres pour laquelle je n'ai pas posté de rendez-vous du SMMA, mais c'est pas plus mal parce que comme ça j'ai plein de trucs à raconter. Et honnêtement c'était nécessaire, voire vital, et je suis très content d'avoir fait ce travail avec l'équipe. Ce qui est cool, c'est que les résultats commencent déjà à se faire sentir, puisqu'en février versus janvier, notre churn a diminué de 50%, notre panier moyen média a augmenté de 24%, notre panier moyen créa a augmenté de 30%, 88% de notre chiffre d'affaires provient de prestations récurrentes, 72% pour le studio créatif contre 0 en décembre, et surtout notre chiffre d'affaires du mois a fait un bond de 41% pour atteindre un record de 89 384 €. Autrement dit, on a passé la barre des 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. La bonne surprise dans tout ça, c'est que même si j'ai ralenti sur la production de contenu, j'ai bien sûr vu un petit peu notre flux de leads ralentir aussi, mais on n'a pas diminué en nombre de nouveaux clients signés, et le montant des contrats qu'on a signés a continué à augmenter. Ce qui me laisse penser que nos sources d'acquisition sont de moins en moins liées à mes actions, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bref, on est super content du mois de février. Pour le mois de mars, on a plein de projets en cours. On a recruté 2 nouveaux CDI avec un performance manager et un creative stratégiste, donc on va préparer leur arrivée. On a mappé tous les SOP qu'il faut qu'on construise et on a encore énormément de pain sur la planche à ce niveau-là. On va continuer à affiner notre manière de répondre aux appels d'offres parce que même si on n'est pas trop mauvais, je trouve qu'on signe pas assez à mon goût. Et en parallèle, je vais commencer à me pencher tout doucement sur le retour de la machine à lead pour Q2. Sur ce point, j'ai 3 chantiers prioritaires en tête. Le premier, c'est recrutement d'un sales court en Q2. Si tu vois cette vidéo et que tu te reconnais, n'hésite pas à m'écrire directement.
correctement. Le deuxième, c'est la refonte de notre site qui ne reflète plus du tout notre positionnement. Et le troisième, c'est le plus important, c'est la mise en place d'une usine de production de contenu, la Content Factory. J'ai fait un post LinkedIn dans lequel j'ai détaillé ma nouvelle stratégie de contenu. Et en gros, l'objectif, c'est de sortir plus de 200 pièces de contenu par mois et de les diffuser sur 8 plateformes en simultané. Je détaillerai bien sûr tout ça dans une prochaine vidéo. Ouais, bah ça y est, je crois qu'on a fait le tour. Cet épisode était particulièrement long, mais on avait pas mal de trucs à rattraper. J'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à commenter ou à t'abonner. Et pour te remercier de m'avoir écouté jusque-là, je te laisse sur un petit extrait vidéo de notre dernier team building dans les Vosges, à l'occasion des 1 an de Rhodes. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du rendez-vous du SMMA. Ciao!